Deuxième rencontre avec Maxime Léontieff et Loulou Lecaille. Loulou Lecaille était le capitaine de la goélette Vaïtélé, dont l'aventure nous a été racontée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à terre que la Vaïtélé et l'objet de notre rencontre. Ce sont les escales de la Vaïtélé, les moments où il faut ramener une équipe de Wauka à Taiohae pour un match de football, les rencontres que l'on fait quelquefois aussi sur la côte ou en mer, les petits accidents, je dis petits parce qu'ils n'ont pas été tragiques, qui ont émaillé aussi l'aventure de la Vaïtélé. Je crois, Max et Loulou Lecaille, que tous deux, vous avez fait des rencontres en mer qui étaient parfois étranges et parfois troublantes, n'est-ce pas? Oh, ces monstres marins, peut-être c'est trop dire, mais des animaux extraordinaires, des animaux qu'on ne trouve pas souvent, qu'on ne rencontre pas souvent. J'en ai vu quelques-uns aux Marquises. Depuis toujours, je me suis intéressé aux choses de la mer, à l'exploration marine, à la chasse sous-marine. Et pendant les 2 années que j'ai passées sur le Vaïtélé, aussi bien en Marquise, au Tuamotu et même aux îles Sous-le-Vent, j'ai été daté. Qu'est-ce que vous avez vu comme animaux? Eh bien, je sais pas, les plus gros ou les plus petits, il y en a de tout. On va commencer par les plus gros. Les plus gros, parce que les plus petits sont encore peut-être les plus intéressants. Les plus gros, évidemment, j'ai vu un colmar géant qui mesurait entre 20 et 25 mètres de long, qui était déjà, je crois, mort, parce qu'il était phosphorescent. On l'a croisé avec le Vaïtélé dans le canal du Bordelais. Et c'était très impressionnant. L'homme des bars qui était à côté de moi croyait que c'était quelque chose qui n'était pas réel. Il a fermé les yeux en disant que c'était une taupe-au-porc. Mais c'était sans doute un colmar géant qui était peut-être mort. On n'a pas pu revenir pour revoir, mais c'était un des animaux extraordinaires que j'ai vus. À part ça, évidemment, il y a les cachalots. On a été suivis une fois par une bande de cachalots qui nous a presque touchés. J'ai pris des photos, mais c'était malheureusement en noir et blanc. Et oui. Ça n'est pas beaucoup. Évidemment, il y avait les montres géantes, c'est-à-dire les fafarois. Il y en avait beaucoup aux Marquises. Il y avait certaines baies qui étaient particulièrement visitées par cette grande raie qui mesurait jusqu'à 4 à 5 mètres de diamètre. Et lorsqu'ils étaient dans une période peut-être amoureuse, ils faisaient des sauts énormes au-dessus du niveau de la mer. Et quand ils retombaient, c'était comme des coups de canon. J'ai vu ça à Homi, à Wopo aussi. Et ceux-là, ils étaient pêchés par les Marquisiens. Ils étaient très friands de fafarois, qu'ils avaient même des endroits spéciaux dans leur baie où ils faisaient des PC. On avait un caillou spécial où on les découpait. Dans certaines baies, ils les préparaient d'une façon assez spéciale. Ils les enveloppaient dans des feuilles de thym et ils les faisaient pourrir, pour ainsi dire, à l'air jusqu'à qu'il ne reste que la chair ferme. Parce que la raie, c'est comme le requin, ça fond si on reste longtemps. Et c'était bon à manger? Pas tellement. Mais ceux des Fatouaï, ils aimaient beaucoup ça. Et évidemment, quand on rentrait dans la baie, c'était épouvantable. D'avoir une odeur pas possible. Oui. Alors pour les cachalots aussi, on avait une histoire qui était assez intéressante. Une fois en rentrant à Hanamenu, on a vu toute 6 ou 7 jeunes cachalots qui étaient échoués sur la plage. Alors les indigènes, les travailleurs du Copra qui étaient là, nous ont expliqué qu'ils étaient chassés par les épaulards ou orques, comme vous les appelez. Ils se sont suicidés, se sont mis sur la plage et sont morts là-dessus. Là aussi, ça devait être une infection. Est-ce que les habitants ont prélevé quelques morceaux? Oui, au début, tant que c'était encore consommable, ils ont prélevé surtout de la graisse, qu'ils ont fait fondre d'ailleurs, et les dents. Les dents, mais plus personne ne les grave, plus personne ne les sculpte, si? Peut-être si, mais pas à Hanamenu, où il n'y avait pas beaucoup de travailleurs qui s'occupaient surtout du copra.
On m'a raconté à Taïwan qu'il y avait des marsouins alors, qui sortaient, je ne sais pas, poursuivis ou de même qu'on avait tiré sur la plage, qu'on avait remis à l'eau, mais ils revenaient quand même sur la plage. Ah, ils voulaient vraiment se suicider. C'était la terreur, ouais. Ils ne voulaient plus retourner à la mer. Loulou, est-ce qu'on attache une superstition aux dauphins, aux marsouins? Est-ce que les marins pensent que ça porte bonheur lorsque, comme cela, ils jouent avec à l'étrave du bateau? Est-ce que c'est un animal qui rassure, qui fait plaisir, ou pas du tout, c'est indifférent? Enfin, il y a quelques-uns qui disaient que le marsouin, par exemple, il fallait pas les prôner. Ah bon? Ouais, à ce moment-là, ça pourrait justement porter malheur. Enfin. À ce sujet, je vous rappelle que nous avons mangé du marsouin sur le chevreuil, alors cette fois-là, et qui avait été tué à coups de fusil par le commandant. C'est un peu le goût du foie, le foie de veau. Ah bon? Oui, ça, ce goût-là, on l'avait trouvé excellent en casse-croûte, là. Et des dauphins, vous en avez eu qui vous ont suivi pendant des heures et des heures? Et c'était surtout près de Ouopo que rencontrait, aux endroits calmes. Et on disait toujours que lorsqu'on rencontre des dauphins, des marsouins, il y aura bientôt du mauvais temps. Je ne sais pas si ça a été confirmé, Et vous ne faites pas de différence entre dauphins ou marsouins? Les Maltésiens, ils appelaient ça les hauts, ceux qui sautent, quoi. Oui, ceux qui sautent. Les sauteurs, quoi. Je disais tout à l'heure qu'il y a aussi des animaux infiniment petits qui sont intéressants. Une fois, nous étions à Taipei, et en rentrant, on s'est aperçu que la mer était rouge, presque couleur de sang, sur toute l'étendue de la baie. Et seulement sur les bords, qu'avec 1 mètre ou 2 mètres, c'était clair. Et on dirait du sang. On avait un docteur à bord qui faisait des recherches pour l'Institut Mollardet, qui en a prélevé d'ailleurs des spécimens. C'était un genre de plancton, mais qui ressemblait beaucoup aux cellules sanguines. Et c'est un phénomène qui n'arrive que tous les 20 ou 30 ans d'après les Marquisiens. Mais ce qui était remarquable, c'est que dans la nuit, tous les poissons qui circulaient dans ce plancton devenaient phosphorescents. Et on pouvait voir arriver des requins comme des fusées de loin, phosphorescents. C'était fantastique. Fascinant comme... Des requins, des raies. On est resté des heures à regarder ce spectacle. Et ça durait 2 jours. Après, ça s'est dispersé un petit peu. C'est quelque chose qui nous a frappés. Et que vous n'avez vu qu'une fois? Une fois. Bon, le capitaine Émile qui était avec moi, la même chose, il n'a jamais vu. Et d'après les Marquisiens, quand ça arrive, il y a des baleines ou des cachalots qui arrivent aussi. Mais ça arrive tous les 20 ou 30 ans. Phénomène extraordinaire. On ne soupçonnait pas qu'on avait une telle vie sous-marine tout autour de nous dans la nuit. C'était comme si on était au cinéma, là, dans une soucoupe, je sais pas, sous-marine. Oui. Un petit bathyscaphe. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas des moyens d'enregistrer. Et des oiseaux, vous en avez qui se sont échoués à bord de la Vaitere, qui se posaient sur le pont, fatigués de voler? Oui, c'était par période justement de mauvais temps. Hein. L'oiseau doit être fatigué, puis il est arrivé des oiseaux qui se sont perchés comme ça à bord, et par la suite sont restés facilement un jour, puis après, une fois bien reposé, l'oiseau est reparti. Quoi. On attrapait malheureusement aussi avec des hameçons, des oiseaux, parce qu'ils suivaient le bateau, ils croyaient sur les repas qui représentaient des poissons, ils crochaient dessus. Évidemment, on les relâchait aussitôt, mais ils étaient tellement affamés. C'était des fous d'ailleurs, les oiseaux. Oui. Mais vous pêchiez toujours comme ça, par plaisir, non, par nécessité, enfin pour nous... je sais bien que vous aviez une excellente cuisinier, oui. Et vous pêchiez toujours? Il y avait toujours 2 lignes derrière le bateau. Et alors, je dirais que le leurre, c'était du caoutchouc, un caoutchouc rouge, découpé comme les tentacules d'une pieuvre, là, et avec le crin la queue d'une vache. Quoi. Blanc, ou d'une blonde passagère. Avec ça, on attrapait toujours des poissons, des thazards, des thons. Oui, c'était les principaux poissons qu'on attrapait, thazards et thons. Quelquefois des maïmaïs aussi. Oui, maïmaïs, effectivement, oui.
Et puis, deux à la fois en général. Ah, toujours, hein. On dit toujours que c'est le couple. Ils sont magnifiques quand on les sort de l'eau, mais quelques secondes après, c'est fini. Toutes leurs couleurs se sont effacées, ternies, oui. Puisqu'on est dans le monde des animaux, vous avez transporté des animaux. Vous avez transporté des petits cochons probablement, des moutons, des vaches, des chevaux, non? Oui, de temps en temps, on avait des bœufs ou des chevaux à envoyer, soit sur Tahiti, soit sur les Tuamotu. Mais les chevaux des marquises ne s'acclimataient pas très bien à Tahiti. C'est peut-être leur nourriture, c'est beaucoup plus sec aux marquises. Arriver ici, végéter, c'était pas ça. On les transportait sur le pont attachés évidemment, mais... Et les cochons aussi sur le pont? Oui, mais enfin ça c'était, comment dirais-je, des passagers pas très désirés, parce que ça faisait quand même d'abord du bruit. Et puis des saletés. Et puis ça, oui, c'était pas très agréable comme... On était obligé de les envoyer parce que c'est de là-bas, pas de Tahiti évidemment, comme l'a écrit Ben Danielson, qu'on avait au bord au départ. Les deux marquises, on envoyait souvent, surtout pour les familles. Mais c'était pas commercial. Hein. C'est surtout les fruits qu'on faisait venir là-bas. Les fruits, les pastèques, des formes excellentes. Les oranges aussi renommées, ceux de Fatuhiva, de la vallée des Vierges qui s'appelait. Anavavé, oui. Anavavé, des bananes, des feuilles, des chargements de feuilles, des wahuka. Et puis évidemment le café. Puis... On a gardé, peut-être je ne dis pas le meilleur pour la fin, mais le plus méchant pour la fin, le requin. Le requin suivait probablement aussi la Vaïtéré. Ah oui, il suivait sans doute, parce que je me rappelle une fois, en plein milieu entre les Tuamotu et les marquises, le bateau s'est arrêté pour faire des réparations, on a eu mauvais temps, et aussitôt, il y a eu un requin qui est apparu. Un requin splendide, comme celui qu'on vient d'attraper il y a quelques jours à Wahine, je crois, à Raitea, un requin renard. Sa queue aussi longue que le corps, et celui-ci faisait à peu près 4 mètres. 2 mètres de queue et 2 mètres de corps. Évidemment, à bord, on l'a tiré, on a essayé de l'assommer, mais avant, il attrapait toutes les bâches qui étaient sur le hatch, sur la cale. Il a tout déchiré, les maîtres d'équipage étaient furieux. J'ai essayé de récupérer les dents, mais on l'a rejeté à la mer. Ouais. Mais il y avait aussi des requins rencontrés près des côtes, plutôt. Je me rappelle une fois à Toana, il y en avait 2 qui étaient affamés, à tel point qu'ils mordaient les avirons. Et c'était pas le moment de tomber à la mer. On a essayé d'appâter avec un morceau de viande sur un croc avec une chaîne. Il n'y touchait pas. Par contre, tout ce qui flottait, il l'avalait. Il y avait même 2 cocos qui flottaient, il les avalait entièrement, sans se retourner. C'est une légende que le requin doit se retourner pour mordre. Alors, comme ça, je visais, avec un fusil, je visais un coco. Et au moment où le requin l'a avalé, sa tête était au-dessus de l'eau, j'ai tiré, et il a été tué sur le coup, et il a coulé. C'était pas très profond, 3 mètres peut-être. J'ai demandé aux marins de le repêcher, personne n'a voulu. J'ai promis de boîte de peinture. À l'époque, les peintures, c'était introuvable, rien à faire. À cause du deuxième qui était là, qui tournait, mais qui a disparu. Il y avait un autre aussi qu'on avait tué à Taïwan, énorme, peut-être 6 ou 7 mètres de long, qui tournait autour du bateau aussi, parce qu'on avait tué un cochon. Mais il était tellement gros que quand j'ai tiré dessus, la tête dehors, avec un fusil avec des balles explosives, ça fait un entonnoir sur la tête, mais ça ne l'a pas tué. Il est parti avec un geyser avec du sang qui tout le long. Il a dû mourir quand même plus loin, oui. Mais on n'a pas pu le récupérer. C'était énorme. Hein. Et on le récupérait quoi, pour les dents? Moi, c'était pour les dents. C'est pour les dents, oui, parce que la peau de requin, personne ne l'utilise plus jamais. Ici, non. Ici, non. Pourtant, elle est très appréciée, utilisable. Oui. Elle peut être utilisée pour des courroies, pour des tas d'utilisations.
Mais dites-moi, Loulou, vous saviez que vous aviez à bord un tireur de requins comme ça? À la chasse, il était bon chasseur, bon viseur. Alors, je pense que pour les requins, il était aussi bon, quoi. Mais c'était pas la peine de tirer, s'il y a même 10 cm d'eau, hein. La balle ricochetait. Il fallait qu'elle soit hors de l'eau. hors de l'eau. Loulou, vous avez tué, vous aussi, quelques requins? J'ai eu l'occasion, mais justement, nous étions en mouillage de Hatouana, et puis quand un requin, mais alors, une belle bête, hein, qui devait faire bien plus de 4 mètres, 4 à 5 mètres. Nous étions avec Bonacieux, là, sur la plage arrière, là. On voit ce requin passer, alors le temps d'aller chercher le fusil. Mais alors, il n'était pas en surface, il n'y avait rien à manger, alors il était quand même sous peut-être 1 mètre, peut-être, à 1 mètre de la surface. Alors le temps d'aller chercher le fusil et de viser, le requin c'était la seule occasion où j'aurais pu peut-être tuer un gros requin. Il y a une autre histoire de requin qui est peut-être intéressante parce qu'on dit souvent que le requin n'attaque pas ou est inoffensif. Et là, malheureusement, il y a eu deux victimes. Il y a une baleinière qui a coulé entre Wopo et Taiohae. Et elle a disparu. Il y avait quelques marins qui étaient à bord, qui ont survécu en nageant en se tenant sur des rames, sur des avirons, 2 par 2. Et il y en a 4 qui sont arrivés à l'entrée de la baie des Hakaui. Et là, il y a 2 qui étaient les plus fatigués, sont montés sur les rochers, et les 2 autres ont continué pour arriver à la plage, qui était peut-être 400 ou 500 mètres plus loin, pour demander du secours. Ils ont disparu. Ils auraient été dévorés Il n'y a pas d'autre explication. Parce que là, il y a des requins. Parce qu'il y a un endroit où on tuait les chèvres, à la baie au Cap Chichago, comme ça. Oui. On tirait les chèvres et on les dépaissait souvent au bord de la mer. Donc les requins avaient l'habitude de venir là. Je connais cette histoire de la bouche d'un des survivants. Je ne sais pas si tu te rappelles, Antoine, qui était ensuite le frère de Maurice, qui était ensuite agent de police à Hakahao. Maurice le barreur. Là. Oui, son frère Antoine, qui a travaillé chez nous comme marin. Il était un des survivants, ceux qui montaient sur le rocher. Et puisqu'on en est un petit peu aux histoires graves ou tragiques, le drame, lorsqu'on est capitaine d'un bateau, Loulou, c'est de perdre un homme. Est-ce qu'il vous est arrivé qu'un homme tombe à la mer? Il m'est arrivé plusieurs fois, je dirais 3 fois, qu'un homme tombe à bord de la Vaitere. Évidemment, à chaque fois, nous les avons récupérés. Vous les avez récupérés chaque fois? C'était pas dans une nuit noire où il n'y avait personne qui a été témoin. Là, oui. C'était à chaque fois, il y avait 2 fois. D'ailleurs, c'était en plein jour, tandis que la dernière fois, c'était en pleine nuit. Mais nous étions là sur le pont. C'était durant une manœuvre, quoi. Oui, je vais vous raconter l'histoire de Snoopy, Tiriero. Snoopy était un aide subrécargue. Et fils d'un des patrons de Donald, là, à l'époque. Alors, on quitte Papeete, et le lendemain du départ, en direction des Marquises, le vent soufflait en Maramu, mais pas très fort cependant. Et il y avait quand même une houle assez grosse. Et nous avions comme passager à bord M. Xavier Martin, qui faisait office de juge d'instruction, et Hinze, M. François Hinze, qui était en somme... comme greffier, quoi. Ils allaient aux Marquises pour une certaine affaire. Alors notre Snoopy, Tiriero, ce matin-là, était allongé sur le roof, là, dans le sens longitudinal, là, les pieds vers l'avant et la tête vers l'arrière. Tandis que le juge d'instruction, Xavier Martin, lui, était assis sur une chaise pliante, là, à la plage arrière, là, pas loin de l'homme de bar, quand tout à coup, il y a un coup de roulis assez violent qui arrive, et voilà que notre Snoopy, là, qui était justement placé dans l'axe du navire, roule, et puis hop, passe par-dessus bord et tombe à la mer. Alors Xavier Martin, qui était témoin de ça, il se met à crier, hey! Et puis alors lui-même, à ce moment-là, son fauteuil, quoi, qui fait un demi-tour, et voilà mon Xavier Martin, qui de son dos va se planter sur la bite d'amarrage de la plage arrière. Et lui qui s'écrie, j'en ai plein le dos. Entre-temps, il fallait repêcher notre Snoopy.
qui était à l'eau, on lui avait bien sûr balancé une bouée de sauvetage. On a fait le tour, quoi, et puis nous avons récupéré notre Snoopy qui était un peu atterré, tu veux dire, mais enfin, on lui disait d'ailleurs de loin, là, on faisait des gestes, que ne nage pas, il est bien resté. Il avait attrapé la bouée tout de suite. Oui, il avait attrapé, enfin tout de suite, le temps de faire quelques brasses, quoi, et puis de venir à bord. On lui a ensuite balancé un filin, quoi, il s'est agrippé dessus, et puis on a repêché notre Snoopy, quoi. Oui, je pense qu'il n'a plus pris de bain de soleil dans la même position après. Ah oui. Ben, il en a eu pour son compte parce qu'après il est devenu gendarme par la suite. Ah bon. Donc il était à terre et c'était moins risqué. Et le deuxième? Oui, alors le deuxième, c'était Moaki. C'était le jour même de notre départ, qui n'était pas pété, direction des Marquises. Et alors là, le Malamou était assez fort, hein, mais on pouvait établir la voilure, quoi. Il y avait Moaki, donc, se trouvait à l'avant. C'était lui qui était chargé d'hisser la trinquette. On avait déjà hissé le foc. Et puis, c'était le tour de la trinquette. Puis, alors, quand arrive une vague, mais alors une vague qui vient et qui se brise sur le pont, et voilà que notre Moaki, là, hop, passe par-dessus bord. Tout étonné de se trouver, on le regardait, là, il avait l'air, non pas effrayé, mais étonné. Alors, toujours, on fait des gestes et tout, la bouée couronne et tout ça. Et on fait le tour et on l'a aussi repêché. Mais il fallait voir justement le cadre de ces Polynésiens, là, quand ils se trouvent dans telle circonstance. On dirait un canard là, qui était là sur l'eau et qui flottait là, sans s'inquiéter, sans même peut-être penser au requin, je ne sais pas. On ne lui a même pas demandé s'il avait pensé au requin, mais on l'a repêché aussi, disons, assez facilement, quoi. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, Moaki, il est au Marquis, je crois. Bon, lui non plus ne navigue plus. Il ne navigue plus. Il est à la retraite maintenant, ça fait quand même... ça se passait en 48, hein, ça fait... Et le troisième, celui qui est tombé à la mer de nuit? C'était un nommé Tiapipi, alors. On venait de quitter l'île de Fatouiva, l'île de notre regretté ami Willy Grelet. Le bateau était chargé, la cale pleine, la pontée. Ben là, il y avait les chèvres, les fameuses chèvres, les cochons, là, et quelques billes de taux, hein, comme à chaque voyage, quoi. C'était vers 19h. Et une heure après, vers 20h, nous étions donc plus à l'abri de l'île. Et il soufflait une bonne brise d'est-nordée, là. On s'est décidé à hisser toute la voilure. On a commencé bien sûr par le phoque, la trinquette, la misaine. Alors on arrive à la grand voile. Alors au moment d'hisser la grand voile, on ne s'était pas aperçu que Tiapipi, lui, se trouvait sous le vent et sur le rouf. Et lorsqu'on a hissé cette grand voile-là, lorsqu'elle s'est déployée, Tiapipi qui se trouvait sous le vent, quoi, sous la voile, a été propulsé à la mer. On l'a bien entendu, quelqu'un qui tombait, enfin... Et aussitôt, j'ai couru à l'arrière là, et je l'ai jeté balancé la bouée couronne. Lui, d'ailleurs, il m'a dit après, bien sûr, qu'il avait bien entendu tomber cette bouée couronne. Alors, nous sommes venus simplement au vent, et puis on a hélé. Alors, oui, parce qu'on ne le voyait plus. Oui, on ne le voyait pas, il faisait nuit noire. Alors, on l'a hélé, mais il nous a tout de suite répondu. Mais alors, lui, il a récupéré la bouée, mais... il l'a pas enfilé. Il est venu à la nage ramenant la bouée à bord sans s'en être servi, quoi. Et en peu de temps aussi, on l'a récupéré, notre Tiapipi. Combien y avait-il d'hommes à bord? Eh bien, il y avait 18 hommes d'équipage et des passagers, une vingtaine au moins. Les Marquises, on avait souvent beaucoup de passagers. Là. Alors, 18 hommes d'équipage, est-ce que ça fait une équipe de sportifs, ça? Ça fait une équipe de sportifs, de footballeurs avec des remplaçants. Il n'y avait pas beaucoup de remplaçants parce que sur les 17 membres d'équipage, il y avait quand même le cuisinier qui pesait 100 kilos, qui ne pouvait que compter, enregistrer les buts et préparer des récompenses aux gagnants, aux vainqueurs. Et quand même, on avait une bonne équipe de football. Il y avait Loulou Lecaille qui jouait en première d'Excelsior. Il y avait Bonacieux qui jouait également dans une équipe première.
et 2 ou 3 bons éléments marquisiens. Et dans l'ensemble, ça faisait une bonne équipe et on a réussi des beaux matchs en battant notamment Taioha et d'autres équipes locales. Mais tout cela, c'était un petit peu pour promouvoir et donner l'exemple des sports, des sportifs pour la jeunesse marquisienne. Parce que dès le début, j'ai été nommé comme délégué de la FGSS à l'époque. C'était l'équivalent de CPS actuellement. Et on s'occupait de tous les sports, mais en marquise, c'était surtout le football. La FGSS, malgré le nom, le F, le fait, c'était une fée sportive, mais très pauvre. À part quelques ballons de football, il fallait se débrouiller pour organiser les compétitions, pour transporter les joueurs. Et comme ce sont des îles quand même, des archipels, on avait 13 à 14 équipes disséminées sur 6 îles, en 2 groupes. Et pour le championnat ou la coupe, il fallait organiser des compétitions qui duraient presque 2 ans. Car il fallait faire jouer toutes les équipes d'une île d'abord entre elles, ensuite les champions des îles entre eux, et puis le champion d'un groupe contre le champion de l'autre, ce qui prenait évidemment un temps assez important. On s'arrangeait avec l'administration pour envoyer nos équipes pour un match dans un sens et la vedette, le navire de l'administration le renvoyait dans l'autre sens. Ce n'était pas toujours facile parce qu'il fallait quand même les nourrir et puis les loger entre les 2 matchs. Enfin, on y arrivait quand même parce que pour le sport, il fallait absolument le promouvoir. Avant qu'on arrive là-bas, il n'y avait, pour ainsi dire, aucune distraction. Et la jeunesse s'adonnait très facilement à la boisson. Et le fait de les C'était déjà la bière qui sévissait ? Plutôt l'alcool qu'ils fabriquaient eux-mêmes qui était le plus dangereux. Évidemment, on a été soutenu aussi bien par les autorités, par la mission catholique qui avait beaucoup d'influence là-bas, et évidemment par toute la population en général. Et la mission, notamment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a nommé cette coupe, la coupe de Monseigneur les Cadres, qui nous aidait beaucoup pour ces compétitions. Alors, il y avait évidemment l'attrait d'aller jouer à Tahiti. Et puis finalement, on a décidé d'envoyer une équipe des Marquises pour participer à la Coupe des îles à Papeete. Il fallait donc d'abord sélectionner les joueurs, les rassembler, les envoyer à Papeete, évidemment les faire jouer à Tahiti et attendre le prochain voyage parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Oui. Donc ça faisait un déplacement de presque 2 mois, en absence de 2 mois. Il fallait décider quelquefois les familles, leurs femmes, et c'était peut-être là le plus difficile. Il y en a d'ailleurs 3 ou 4 qu'on n'a pas pu prendre parmi les meilleurs pour cette raison. Et par ailleurs aussi, ceux qui étaient partis, les joueurs, voulaient rentrer rapidement aussi, ils ne voulaient pas laisser leurs femmes trop longtemps toutes seules. Enfin, il y avait tas de problèmes. Enfin, quand même, ça a été une expérience payante parce qu'en arrivant, l'équipe de Marquise a battu l'équipe de Tahiti. Le premier match, par 3-1, je me rappelle, c'était un match c'était fantastique. L'équipe de Tahiti était composée des sélections des districts, plus l'équipe des Vénus, qui était dans la division d'honneur et qui en avait 5 ou 6 dans l'équipe de Tahiti. Donc c'était une très bonne équipe de Tahiti. Et malgré ça, les Marquises en ont disposé. Est-ce que vous pensez que c'est un peu l'équipage de la Vaïtéré qui a formé les Marquisiens au football ? Peut-être, mais quand même, c'était des bons joueurs. Et en plus de ça, ensuite, le mérite revenait à Lulu Lekai, notamment, qui les avait hébergés, en fait, trouvé le moyen de les héberger pendant tout le temps que le Vaïtéré était aux Marquises. On leur trouvait du travail, on les faisait faire des travaux collectifs, faisait des matchs amicaux et des recettes. Enfin, vous voyez la situation, 2 mois, une équipe d'une 20aine de personnes vivent par nos propres moyens. Oui, c'était un peu un exploit, ça. C'était un exploit, mais enfin, nous étions préparés, nous étions décidés à le faire. Vous ne jouiez pas vous-même ? Oh, un peu. Hein ? Oui, mais quelle était votre place ?
Il faisait le goal. Ah, il faisait le goal. C'était un excellent goal. Là. Tu ne peux pas le dire, hein? Il dirigeait l'équipe là, par derrière. Quoi. C'est le dernier rempart. C'était le stratège, un peu en quelque sorte. Hein? Oui, enfin, en tout cas, j'étais quand même satisfait de tous les efforts qu'on avait fait pour promouvoir le football et les sports en Marquise. Et ça a continué. Jusqu'à notre départ, on avait toujours des compétitions. Alors maintenant, une petite question indiscrète. Tous les joueurs marquisiens, au moment de repartir aux Marquises, étaient-ils heureux de retourner à leur Fénois ou est-ce qu'il n'y avait pas quelques-uns qui avaient trouvé que Tahiti, c'était pas mal? Oui, parce qu'il y avait des requins comme exception, là, comme les dirigeants de réaction qui J'aurais bien voulu les garder. Qui ont recueilli 3 ou 4, comme les Kimitété, etc. Et Roger Morita. Quelques-uns sont restés. Oui, quelques-uns sont restés. On leur a donné du travail et puis ils sont venus à Excelsior. Célibataires. Ah, oui, je vois, la morale est sauve. Bon, les maris, enfin les tannés sont revenus rejoindre leur vaïné. Hein. D'ailleurs, c'est d'assez bons joueurs, parce que je me rappelle, il y avait l'opinion du docteur Cassio qui disait que c'était les plus beaux buts qu'il avait vus, enfin exécutés, c'était par l'équipe des Marquisiens. Parce que là, c'était des shooters, c'était des hommes forts, des hommes... Ils jouent bien, il n'y avait pas de brutalité. Je me rappelle une finale de Coupe de Marquise, alors, où il y avait 2 ou 3 coups francs pour faute, c'est tout. Je n'arriverai jamais ici en finale de Coupe. Je vais vous raconter une petite histoire là, de football aux Marquises. La finale devait avoir lieu entre Uopo et Teihoe. Et alors, Uopo devait se déplacer à Teihoe. Or, Uopo est séparée de Teihoe de 25 000. Alors donc voilà donc l'équipe de Uopo qui embarque dans la baleinière pour aller jouer et embarque. C'était un samedi, oui. Mais alors en cours de route, il n'y avait pas eu de vent, pas de vent du tout. Alors ils se sont tapés les 25 000 à la rame. Alors, la veille du match, 25 000 à la rame, les joueurs de football là, et qui vont ensuite à Teihoe pour battre. Jamais je voulais cette finale par 7-1. Ça, c'est fantastique. Quand raconté ils au docteur Cassio qui avait publié ça dans son petit journal là, des sports. Là. Ah oui, ça a été fantastique ça. 25 000 pour... oui. Là, on était chauffés comme ça, on peut être tranquille. On doit avoir des biceps. Toti me fait des signes pour me montrer la taille des biceps des rameurs. Ça devait être impressionnant. Enfin, il faut dire aussi que les conditions techniques au point de vue jeu n'étaient pas très satisfaisantes parce que les terrains étaient en très mauvais état. Je pense qu'on était... Et les équipes visiteuses étaient quelquefois surprises par des joueurs en plus, c'est-à-dire il y avait des cocotiers sur le terrain et les joueurs locaux savaient faire des passes sur le cocotier avec un ricochet. Les meilleurs joueurs tahitiens ne s'attendaient pas. Fatohiva notam. Bonne équipe que celle que la Vaïtéré. Oui, c'était une équipe qui avait un moral de fer et qui jouait bien d'ailleurs. Je ne me rappelle pas, comme je vous dis, je ne me rappelle jamais des défaites, je me rappelle... Et non, c'est comme aux échecs, là. Il se souvient qu'il a beaucoup gagné, mais il ne se souvient jamais qu'il a perdu. Et l'équipe de la Vaïtéré, il a quelques souvenirs, mais ce sont des souvenirs de victoire, c'est tout. Normal, hein, c'est normal. Mais il y avait d'autres sports qui étaient pratiqués aussi. Loulou, vous m'avez parlé de la chasse aux cochons sauvages. Alors, qui allait à la chasse aux cochons sauvages Plutôt aux bœufs sauvages. Aux bœufs sauvages c'était beaucoup plus intéressant d'ailleurs. C'est plus gros. Oui, et puis alors pour comment dirais-je, varier un peu l'ordinaire, c'était une raison d'y aller à la chasse, quoi. Moi, je vous parlerai d'une chasse là, alors que la Vaïtéré était mouillée dans la baie de Vaipae, qu'on appelait la baie invisible à Uauka. La baie invisible parce que quand on y passe la nuit, surtout, on n'y voit pas. Cette baie, elle est très étroite et puis alors les montagnes sont à corps pratiquement. Oui. Alors on a toujours appelé la baie invisible et même ça figurait sur les cartes, la baie invisible. Avec le nom baie invisible. Baie invisible, oui. Alors la Vaïtéré était mouillée là-dedans et nous avions à bord à cette époque-là, il y avait monsieur Lewis Hirschon et son fils Eimata. Alors nous avons donc décidé d'aller à la chasse au Poitro, au Vili, dans la partie nord de l'île, de l'autre côté de Vaipae.
Nous partîmes donc un bon matin, là, de bonne heure. Il y avait donc Lewis Hirschhorn, un guide marquisien et moi-même. Après 3 heures de chevauchée, parce qu'il fallait assez loin, nous sommes retrouvés donc de l'autre côté de l'île, en passant par les crêtes. 3 heures de chevauchée, oui, vous oui. êtes donc parti à cheval Oui, à cheval, et on avait des selles alors assez dures, je dirais. Vous savez, c'est des selles en bois, avec le pommeau là, oui. mexicain, là, pour, dont on se sert dans les descentes, quoi. Oui, on était passé par les crêtes, et je vous dirais que visiter les marquises, quoi, il faut visiter à cheval. Parce qu'en même temps, la partie de chasse était aussi une promenade, disons, touristique. On arrive donc à un endroit où il y avait une végétation, une belle végétation, quoi. Et on voyait assez loin quelques têtes de bétail là, qui paissaient ça et là. Alors je vous dirais que c'était ma première partie de chasse où j'étais désigné comme tireur. Parce que j'y avais participé bien des fois, mais ce n'était pas moi qui tirais, c'était un autre. Alors cependant, nous avions décidé avec Lewis Hirschhorn que ce serait l'un ou l'autre qui devait tirer, ou tenter sa chance. À ce moment-là, nous étions à flanc de coteau, et le bétail se trouvait en contrebas, 100 de mètres environ. Par bonheur, nous étions sous le vent du petit troupeau. Mais on prenait quand même la précaution de se cacher et on se rapprochait. Au bout d'un moment, je vois un gros taureau, un roux, qui était taillé comme un bison, mais alors d'une mine patibulaire, qui broutait face à nous. Mais alors, il était assez impressionnant. Mais alors, à force d'entendre aussi nos anciens de la chasse qui nous racontaient que si on blesse un animal, il arrive qu'il charge le chasseur, oui, et qu'il est bon de repérer un arbre pour un éventuel repli stratégique. Machinalement, je jette un coup d'œil vers l'arbre de refuge et je dis à Lewis Hirschhorn, tiens le fusil et tire. Mais lui, il me dit, non, tire-toi. Au moment où je m'apprête à tirer, notre guide me dit, Aïta terrain, roi, pas celui-là, il est trop vieux. Ah. Et il nous dit de nous approcher tout en se cachant. Mais cela était assez facile car il y avait beaucoup d'arbustes à cet endroit. Soudain, il perçoit quelques craquements. Vous voyez l'oreille du chasseur. Et nous voyons à travers la végétation plusieurs bêtes là, qui ne se rendaient même pas compte de notre présence. Je m'apprêtais à tirer sur l'une d'elles. Quand il me dit, pas celle-là, attends. Il choisissait la bête. Et quand tout à coup, à moins de 20 mètres devant moi, entre les arbustes, une jeune bête nous fait face. On voyait bien sa tête et qu'une partie de son corps. Notre guide nous dit aussitôt, terrain. Je visais rapidement et tirais. Atteinte au beau milieu du front, la bête s'effondrait. C'était un magnifique taurion, blanc et noir, bien choisi par notre guide. Ce dernier dépeça l'animal, l'a mis en quartier dans des sacs, amarrés avec des lanières, des cordes de bourreau. Chacun eut sa part, chargé sur son cheval. Au retour du village, de Vaipai, quelqu'un lança au guide. « Oi Tiboufi, qui a tiré ?» Le guide de répondre, « Des Tamariteiti. » J'étais tout fier de l'entendre. Oui. Et bravo, c'était aussi... Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Mais alors je dis, mais vraiment, ça a été une chance. Je revois toujours cette bête-là, au milieu des arbres. Et tout d'un coup, qu'il lève la tête comme ça, mais alors je ne pouvais pas la rater. Hein. C'était, je crois, à moins de 20 mètres, là. J'ai pas les pans. J'étais même étonné de l'avoir. Ouais. Mais je crois que c'était facile parce qu'elle était toute proche. Hein. Et... Ça a été un heureux concours de circonstances, car les bêtes ne sont pas aperçues de notre présence. D'abord, il y avait beaucoup de végétation, on était bien cachés. C'est vrai que connaître les marquises à cheval, c'est la meilleure, meilleure façon. Lewis Hirschhorn était un fréquent passager familier de la Vaïtéré. Non, ça a été un voyage ensemble un peu, disons, peut-être touristique, mais je crois qu'il a essayé de voir aussi s'il y avait quelque affaire à tirer. Il avait une telle imagination pour créer des affaires aussi, il faut le dire. Il m'avait même proposé, il m'a dit, tu vois, tu fais venir les chevaux des marquises, je vais les dresser et on va les revendre à Tahiti. Mais nous n'avons pas fait cette affaire. Vous n'avez pas fait cette affaire. D'ailleurs, j'étais pas très ferré dans les affaires, personnellement. Non, les marins, généralement. Sauf quand on est sur Brécargue. Ah oui, non. Il ne faut pas dénigrer les migrants. Pas du tout. Ils sont très importants. Les marins, ils sont savent très tout faire. À propos de la chasse, je me rappelle une fois, on a chassé les bœufs au-dessus du Hanamenu, du côté de Hanayapa. Et on en avait blessé un.
Et on était obligé de le suivre pour l'achever. Seulement, il n'était pas tellement blessé que ça. Il avait encore beaucoup de force et il continuait à avancer toujours plus loin et plus loin. Et j'étais obligé de prendre des rabatteurs pour essayer de les garder à peu près dans l'axe de notre progression. Et évidemment, j'étais aux aguets. D'ailleurs, c'était un jeune taureau, et qui était pas du tout commode. Et qui pouvait nous charger à tout instant. On avait une brousse qui était clairsemée, mais quand même assez dense. On le apercevait par moments, et puis il disparaissait. Et j'avais les doigts sur la gâchette, et puis d'un coup, je le vois surgir, du bruit, il allait surgir là, devant quelques mètres devant moi, et c'était un marin, un des rabatteurs qui passait. Et heureusement, il avait une chemise rouge. Ce qui a arrêté mon doigt sur la gâchette. Oh là là, quelle horreur. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Et on a eu la bête plus tard, mais je me rappelle toujours de ce moment-là. Je me doute, oui. Je vais vous raconter le cas de cette baleinière qui a chaviré à Tourna. La goélette était mouillée devant le mouillage à Tourna. C'est un mouillage d'ailleurs qui n'est pas très bon. On y passe simplement pour les opérations commerciales durant la journée, car la baie est ouverte au sud, et alors là du sud, quand elle rentre là-dedans, il y a de ces houles assez dangereuses, quoi. Alors ce jour-là, l'équipage avait travaillé toute la matinée. Les baleinières se sont succédées entre la goélette et la plage sans incident, quoique la mer était assez grosse. Alors vers 11 h, on met bas l'ouvrage. Alors l'état-major de la Vailleterie avait été invité à déjeuner chez Monseigneur le Cadre. Donc vers 11 h, l'état-major embarque dans la baleinière. Évidemment, il n'y avait pas de marchandises, hein. Il y avait uniquement l'état-major de la Vailleterie. Alors personnellement, je m'étais installé à l'avant de la baleinière, assis sur la lisse, là. Et on avait pris soin de prendre aussi du linge pour se doucher à terre, quoi, et s'habiller, quoi. Alors nous voilà donc, on se dirige vers la plage, le barreur qui mène sa barque dans la bonne direction. Et puis, on s'approche, il regarde un petit peu comme ça en arrière, et tout le monde aussi qui regarde arriver les vagues, quoi. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, alors que toute la journée, tout s'était très bien passé, mais alors, du fait qu'il y a le subrécargue, le chef mécanicien, oui, et le capitaine, voilà. Alors c'est le suspense. Tout d'un coup, il y a une vague qui arrive, une grosse vague qui prend la baleine, qui soulève la baleinière, elle glisse, elle pique et elle chavire avec tous les occupants sous l'eau. Mais alors, vous voyez un peu le hasard des choses. Alors, personnellement, je suis tombé tout droit, là, bien droit, toujours mon éternel chapeau sur la tête et mon linge là, que j'ai préservé donc, pour ne pas que ça soit mouillé dans les bras. Et je ne voyais plus personne. Tout le monde était sous l'eau. J'ai même senti quelqu'un qui m'attrapait les pieds. J'avais de l'eau là au-dessous de la ceinture, quoi. Et puis j'ai rejoint comme ça la plage. Et puis petit à petit, tout le monde s'est dégagé ensemble de la baleinière. Et tout le monde a rejoint la plage. Mais là, il n'y a pas eu d'accident du tout. Du tout. Et vous, Loulou, vous êtes sorti de là, le chapeau sur la tête, oui, et le linge sec. Et le linge sec. Dans le petit... tandis que les autres, il fallait qu'ils retournent à bord pour aller chercher du linge. Mais ça, c'est vraiment le hasard des choses, là, de tomber comme ça, pile tout droit, là, sans... Loulou, il raconte que des choses où il a de la chance, il n'a rien eu. Malheureusement, moi, j'ai une autre histoire de baleinière qui a tourné d'ailleurs plus tard au tragique, mais sur le moment, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un soir, on embarquait à Hatiheu, il n'y avait pas encore le quai, dans la nuit, avec des moripatas à la main. J'étais accompagné par le chef de Hatiheu, du nom de Montgomery, et au moment où on embarque, il y avait de la mer, mais pas terrible. Au moment où on embarque, il y a un coup de ressac, la baleinière s'écarte et on se trouve tous les deux dans la mer. Et
Moi, je plonge et je vois la baleinière qui revient. Ce qui est très dangereux parce que la quille qui est bordée de fer est très dangereuse. Alors je replonge avec mon ripata. Je voyais la baleinière qui circulait au-dessus de moi. J'avais heureusement assez de souffle pour le replonger encore. Et je suis ressorti peut-être 5-6 mètres plus loin. Mais mon compagnon, lui, il a reçu un coup dans le dos. Sur le moment, ça n'a pas été... Enfin, ça ne paraissait pas grave. Mais quand je suis repassé après un mois à Taïwan, il était mort. C'était sans doute à cause de ces coups qu'il avait reçus. À cause de ces coups qu'il avait reçus. Parce que lui, il n'avait pas de moripata. Il ne voyait pas la baleinière arriver sur lui. Et moi, avec une torche ordinaire, c'était pas étanche. Je voyais cette baleinière qui était au-dessus de moi, et eux, ils me voyaient circuler avec la lumière, oui. J'aurais dû écrire à ce moment-là au fabricant des piles, et Berry du autre. Enfin, c'est défendu de pas de publicité. Enfin, je trouve que quand même, tous les deux, vous avez eu de la chance. Loulou plus que vous, puisque déjà sur la Tereora, il aurait dû s'embarquer, il n'est pas parti. C'est quand même la chance la plus fantastique, là. J'ai une bonne étoile. Et une très bonne étoile, hein, je sais pas. Mais Max aussi, vous avez une bonne étoile. Oui, quand même, parce que je suis là. Oui. Max, je peux vous poser une question indiscrète maintenant, Max. Oui. Loulou, je sais pourquoi il est marin. Son père construisait des bateaux, il est né à Tahiti, dans une île, etc. Mais vous qui êtes né à Petrograd, qui êtes venu à Tahiti, vous étiez marin quand vous étiez subrécar, puis vous aimez la mer. Oui, je me suis toujours intéressé à la mer. C'est une des raisons pourquoi je suis venu à Tahiti, parce que Tahiti, c'est quand même une île au milieu de l'océan. Oui, mais vous n'êtes pas venu à Tahiti parce que c'était la possibilité de naviguer. Vous êtes venu parce que toute votre famille venait là. Oui, d'accord. Et chaque fois que je pouvais, j'allais sur un bateau. Et quand j'ai eu l'occasion de naviguer sur des bateaux convoitérés, j'en ai profité aussitôt. Et je pensais que ça durait 1 an ou 2, mais ça durait 12 ans sur le Vaïtéré, entre autres. Il y avait de grands moments aussi sur la Vaïtéré, les moments où vous célébriez, paraît-il, des offices religieux. Bien oui, à l'occasion, quand il y avait un père à bord comme passager, et ça tombait aussi un dimanche, parce que c'était à cette occasion-là que l'on célébrait une messe. Et alors, je vous raconterai de la messe qui a été célébrée à bord de la Vaïtéré. C'était un dimanche par beau temps. Cela s'est déroulé, c'est toujours sur la plage arrière. Oui, bien sûr. Le coin des officiers. Alors, le capot de l'appareil à gouverner servait d'hôtel. Alors, ce jour-là, le père Désiré, qui était du voyage, a célébré cette cérémonie. C'était un grand homme qui avait été canonnier durant la guerre de 14-18. Et je crois que c'est là qu'il a un petit peu eu des ennuis à la suite d'être si près des canons. Il y avait des ennuis avec Louis. Alors, une nappe blanche recouvrait l'appareil à gouverner et le père, d'une petite mallette, sortait tous les objets du culte nécessaires à la célébration de la messe. Alors, avant la cérémonie, on avait bien soin de procéder à une petite répétition des chants. Puis, lorsque tout le monde était paré, on avait fait venir l'équipage, on se réunissait donc sur la plage arrière. Et ce jour-là, il était particulièrement beau. Il y avait une petite brise comme qui soufflait. Là. Il y avait la trinquette, le phoque, la trinquette, la misaine quand même, qui était assez gonflée. Quoi. Alors, on avait eu soin aussi de ralentir les moteurs pour qu'il y ait moins de bruit, quoi, pour que toutes les conditions soient requises pour cette petite cérémonie. Mais alors, je vous dirais que dans la simplicité de cette cérémonie, il se dégageait une certaine solennité face à l'immensité de l'océan. Et le père Désiré, qui avait une voix retentissante, entonnait des cantiques que notre petite assemblée enchaînait. Les airs se perdaient, emportés par la brise.